Donc tout d'abord, bonjour, Nicolas Bartel, associé chez Eurogroup. Nous avons mené cette étude conjointement avec le cabinet Allemande. Maxime, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Maxime Gardereau, je suis donc associé chez Allemande et je m'occupe en particulier de notre activité digitale et technologie chez Allemande qui s'occupe donc d'accompagner nos clients dans leurs projets de transformation SI. Vincent et Oudaya, je vous laisse vous présenter. Oui, donc Oudaya Leost, manager chez Allemande. Donc moi j'interviens au sein de la practice digital et technologie sur l'agenda du DSI et les sujets de transformation, notamment cloud et FinOps. Et Vincent Montagnier, donc manager chez Eurogroup Consulting, essentiellement sur les sujets de transformation numérique en lien avec les métiers, donc à la fois sur la partie, on va dire, IT historique, digital, et comment est-ce que tout ça vient s'implémenter dans l'activité opérationnelle des métiers. Voilà, et puis nous avons aussi la chance d'avoir Nicolas Burtin à nos côtés aujourd'hui, comme témoin de cette étude et qui va être contributeur lors de cette présentation. Je laisse te présenter. Merci, bonjour à tous. Donc Nicolas Burtin, moi je suis le directeur de la sécurité des systèmes d'information de Generali France. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre participation dans cette période un petit peu compliquée. On est déjà ravis qu'on puisse se réunir là cet après-midi comme une audience relativement large pour vous faire profiter des résultats d'une étude que l'on a menée en 2020, donc en collaboration entre Eurogroup et Allemande en fait. C'est une étude que l'on a menée auprès d'un panel de nos clients. Donc là, on a plus d'une vingtaine de nos clients DSI, RSSI, CDO, CTO, donc des contributeurs ou des personnes fortement impliquées dans les sujets de transformation numérique. Et notre sujet, notre question est relativement simple, c'est on est tous convaincus que le cloud est un des leviers majeurs de la transformation digitale que toutes les entreprises vivent aujourd'hui. Pour autant, qu'en est-il de la réalité de ces apports et maintenant que les transformations sont déjà bien engagées, voire parfois abouties dans certaines structures, quels sont les résultats? Quel bilan doit-on en tirer par rapport à la promesse initiale? Donc on va y revenir très rapidement, mais quelle est l'offre de valeur initialement proposée par les cloud providers et quels sont les résultats aujourd'hui? Donc le webinaire là va durer environ 1 heure. À l'issue de cette présentation, on vous adressera en fait le livre blanc que l'on a co-rédigé entre Allemande et Eurogroup et il sera bien sûr disponible aussi en téléchargement sur notre site. Donc cette présentation ne se veut pas exhaustive par rapport à tout ce tout ce qu'on traite dans le livre blanc. On a sélectionné un certain nombre de sujets, néanmoins ça se veut interactif, c'est-à-dire qu'on va n'hésitez pas aussi, on essaiera autant que possible de répondre à vos questions sur les quelques thèmes qu'on a sélectionnés donc, pour cette présentation. Tout à fait. L'idée, comme l'explique Maxime, et ce qui nous a poussé à mener cette étude, c'est au-delà de cette promesse, dont on peut sans grand spoiler vous dire que mine de rien dans l'ensemble elle est tenue. C'était tous les enjeux derrière de transformation qu'elle charriait. C'est-à-dire que au-delà des aspects technologiques du projet, ce qui nous a aussi interrogé et intéressé quand nous avons rencontré nos clients, c'est de pouvoir aller peut-être plus en profondeur sur tous les aspects
aspects organisationnels que cela soulevait. C'est-à-dire que le cloud, son implémentation, le projet du cloud n'a rien de gratuit. Alors, gratuit d'un point de vue financier certainement, mais aussi dans ce qu'il va imposer de transformation en termes de modèles de delivery qui n'ont peu ou pas évolué depuis des années. Ce qui nous intéressait donc aussi à travers cette étude, c'est au-delà des impacts technologiques qu'on puisse s'interroger sur les problématiques, qu'elles soient organisationnelles, managériales, comme nous allons vous le développer par la suite. Vas-y. Voilà. Alors, si on revient rapidement sur la promesse initiale, donc là, on se projette quelques années en arrière et on a repris en fait quelles étaient les ambitions ou quelle était l'offre de valeur en fait que mettait en avant. Alors bien sûr, on va parler beaucoup des gros cloud providers qu'on a tous en tête, hein, les AWS, les Azure, les GCP, mais sans faire forcément de cas particulier vis-à-vis de l'un ou l'autre, c'est sur l'approche. Donc, ce qu'on constate, c'est que la promesse initiale, elle repose sur 3 piliers. Une réduction des coûts, une richesse fonctionnelle que va t'apporter le cloud et un accroissement de la qualité de service. Et quand on regarde le top 6 des grandes ambitions, là, ça c'est issu directement des rencontres que l'on a pu faire donc, sur le premier semestre auprès du panel de DSI qui ont participé à notre étude. Et on voit clairement l'ambition pour passer au cloud, elle est alignée avec ces piliers-là. Et c'est au cœur de l'offre d'Amazon dès 2012-2013, d'Azure également, c'est passer au cloud, avec nous, vous allez réduire les coûts, on va accélérer notre go-to-market, on va aller plus vite sur les projets, on va mutualiser. La mutualisation qu'on propose va vous permettre de standardiser votre système d'information à un moindre coût et avec un niveau de service supérieur à ce que vous pourriez vous offrir on-prem ou en tout cas avec vos propres moyens. Donc ça, c'est vraiment ce qui a guidé les efforts de transformation que l'on constate chez nos clients. Petit détail aussi que j'ai pas précisé tout à l'heure en introduction, mais les clients qui ont répondu, nos clients qui ont participé à cette étude sont assez représentatifs finalement c'est-à-dire que c'est pas que du grand compte, il y a l'ETI, il y a des startups aussi qui ont répondu à nos interviews. Donc c'est un panel assez large et donc des contextes assez différents. Pour autant, l'enjeu, il tourne vraiment autour de ces mêmes objectifs. À savoir qu'aussi, il y a quelques années, on ne faisait pas encore de distinction entre le cloud public et le cloud privé. Hein. Il y a des documents encore il y a quelques années du CIGREF, on parle de cloud, quelle que soit finalement sa typologie. Aujourd'hui, on en fait beaucoup plus la différence et on va parler de cloud hybride, effectivement, dès lors que on associe du cloud public, du cloud privé ou des infrastructures on-prem. Mais clairement, voilà les drivers qu'on avait à l'époque et qui sont au cœur de cette promesse. En tout cas, de la cible que l'on cherche à atteindre. Concernant les enjeux, oui, tu peux y aller. La promesse, ça doit être ambitieuse, les résultats sont dans l'ensemble au rendez-vous. C'est ce que nous vous disions, à condition de relever les défis de la transformation. C'est ce qu'on a évoqué en introduction et les défis qu'on va développer plus en détail maintenant. 4 ont retenu principalement notre attention. Alors évidemment, nous, en tant que consultants et en management en organisation, on a été très intéressés par tout ce qui concernera l'adaptation à l'organisation et les process, ainsi que le repositionnement des DSI. Et évidemment, vas-y Maxime. Oui, et effectivement, côté Allemande, et c'est un petit peu l'idée aussi de notre association sur cette étude, on est 2 cabinets qui ont des centres de gravité différents en termes d'offres de services, en termes d'expertise. Et chez Allemande, notre ADN est beaucoup plus autour de la transformation d'infrastructures, la cybersécurité et la transformation DSI de manière générale également, mais moins sur des sujets organisationnels ou purement métiers. Et donc effectivement, nous, on s'est aussi focalisé dans cette étude sur quid du legacy, hein, notre fameuse AS400 qui est toujours l'exemple qu'on a en tête, mais d'outils métiers pas forcément éligibles à une transformation cloud, et puis
toutes les autres problématiques liées à la cybersécurité, qui sont bien sûr prégnantes, que vous avez tous en tête également. L'actualité est toujours là pour nous le rappeler. Et les sujets réseau également, qui sont aussi parmi les points d'attention qu'on soulève dans cette étude, en fait, parmi les choses à anticiper avant toute transformation. Voilà, donc Vincent, on va vous laisser la main maintenant pour rentrer justement dans le détail de l'étude. À commencer par l'enjeu stratégique, donc, je vais essayer de faire assez court. Et ce qu'on vous propose de faire, hein, c'est sur chacun des enjeux, prendre un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans le fil de commentaires. Premier enjeu de transformation, l'enjeu stratégique. Donc, pourquoi est-ce que comme tu le précisais Maxime, hein, la promesse des clouders trouve autant écho dans les oreilles des DSI parce qu'en fait, il répond à deux injonctions contradictoires, hein, qui sont aujourd'hui imposées ou opposées par les métiers au DSI. Le premier sur la transformation numérique qui est non questionnée, non questionnable. La question, c'est vraiment pas s'il faut y aller ni quand, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à soutenir un effort de transformation dans la durée, comment est-ce qu'on arrive à accélérer l'effort d'innovation à moindre coût. Donc d'une part, une attente toujours plus forte de la part des métiers vis-à-vis de leur DSI, et d'autre part, là c'est plutôt le positionnement historique, en tout cas la façon dont il est perçu, hein, le DSI perçu comme centre de coût, et qui est d'autant plus vrai que la période, hein, favorise des budgets contenus, voire à la baisse, et il est demandé au DSI d'y contribuer. D'une part, une attente de performance, mais plutôt une performance en richesse, et par ailleurs, plutôt une attente de performance économique avec des budgets contraints. Ce qui place le DSI face à trois attentes, à la fois un enrichissement attendu du catalogue de services, de l'intelligence artificielle, de la data, ou en ce moment, et on l'a vu avec la crise sanitaire, hein, toujours plus une offre de tout ce qui est lié au collaboratif. Par ailleurs, une augmentation croissante du recours au numérique, ce qui va avoir effet d'avoir plutôt une augmentation de la consommation des unités d'œuvre, tout en essayant de maintenir un coût par unité d'œuvre à la baisse. Alors, si le cloud permet de répondre à ces trois enjeux, il y a une question de priorisation. Certes, il y a une transformation à faire qui peut-être à terme permettra de répondre à l'ensemble de ces défis, mais la question, c'est par lequel commencer. D'où le premier défi qui est fixer les priorités. Avec toujours une dualité, le cloud, d'abord, est-ce qu'on le voit comme un moyen capacitaire supplémentaire, ou est-ce qu'on y voit plutôt un accélérateur d'innovation? Alors pourquoi c'est important de fixer la priorité? Parce que ça va conditionner tout ce qui va venir derrière. Est-ce que d'abord on va venir travailler sur le legacy, donc plutôt sur la transformation du parc existant, hein, ou est-ce que d'abord on va plutôt travailler sur le flux, sur les nouvelles demandes, sur les nouveaux projets? On le voit, c'est une priorité qui n'est pas à fixer seule. Elle est à fixer naturellement en partenariat fort avec une mobilisation importante des métiers dès le départ. Et je pense que c'est d'autant plus un défi complexe à relever, hein, sur ce point-là, parce que il y a pas mal d'a priori sur le cloud, et à plus forte raison de la part des métiers. C'est perçu comme étant un sujet très technologique, un sujet d'expert, et probablement un deuxième facteur qui est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a moins de 10% des DSI qui reportent directement au COMEX ou au conseil d'administration. Donc, on le voit, il y a une difficulté à franchir ce premier pas. Premier pas qui n'est pas forcément le seul. Une fois qu'il est fait, va se poser la question de la cible, donc avec toutes les questions déterminantes, hein, sans forcément rentrer dans le détail, mais de un ou plusieurs clouds, là où on a une promesse homogène. Je pense qu'il y a des choix de mise en œuvre qui doivent être un peu plus, qui doivent être distincts, et qui là également conditionnent beaucoup l'avenir de l'offre de services qui sera apportée au métier entre cloud privé ou cloud public. Est-ce qu'on travaille d'abord sur le flux ou plutôt sur le parc existant? Un dernier point assez rapidement sur refonder l'écosystème, repenser le métier. Le cloud peut être perçu, peut-être vu comme un grand projet d'externalisation. Ça revient à faire traiter par d'autres, c'est une approche très verticalisée, des activités qui historiquement sont à la main des DSI. Ça va poser plusieurs questions.
certaines, en voir deux, qui sont liées à la transformation du métier actuel du DSI, avec le fameux rôle de cloud broker qui est moins comment est-ce qu'on bascule une application dans le cloud, plus comment est-ce qu'on maîtrise l'offre cloud, les partenariats qui vont avec, et surtout une offre de service qui est toujours croissante. Donc ça, c'est un premier questionnement sur la façon de repenser son propre métier, la façon de fournir un service informatique. Un deuxième, on y reviendra un peu plus tard, mais qui est lié au FinOps, qui est comment est-ce qu'on arrive à, tout en maîtrisant l'offre de service, à en maîtriser les coûts, à en maîtriser la performance économique, au regard des enjeux métiers. Et au-delà de ces enjeux de transformation du métier même du DSI, là où historiquement on a quand même encore pas mal une dualité entre l'IT historique et les métiers, avec parfois au milieu le digital et l'innovation, on voit qu'on a une offre de services des cloud service providers qui est de plus en plus métiérisée, ce qui va poser la question de ces frontières historiques sont très certainement floues, sont très certainement poreuses. Où est-ce qu'on repositionne la frontière entre la DSI et les métiers? C'est-à-dire à quel endroit se situe l'offre de services de la DSI par rapport à ces métiers? Et derrière, repenser tout ce qui vient, la gouvernance, les activités au sein de la DSI. Voilà. Donc, sur les défis à relever, avant même de se lancer dans la transformation, je pense qu'il y a une question à la fois de pourquoi on le fait, de quelle priorité. On le voit, ce ne sont pas des questions à se poser seules. Au fil des différents échanges qu'on a pu avoir, il y a quelques best practices qui ressortent. Faire le choix du cloud uniquement pour des raisons économiques, c'est rarement la voie du succès. Là où, bien sûr, l'équilibre économique est toujours important dans l'équation, c'est plutôt une modalité, mais une modalité pour atteindre un autre but qui est plutôt une richesse de services, les usages, l'innovation, atteindre une agilité réelle et de la scalabilité par le bénéfice du cloud. Un deuxième point qui est là aussi, je pense qu'il est important de fixer une cible à un moment, et il est important de définir les principes pour l'atteindre. Pour autant, se laisser une certaine marge de manœuvre dans la façon d'y accéder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois garder en particulier dans les partenariats qui sont faits avec les cloud service providers, garder une certaine marge de manœuvre avec un cloud résolument hybride, ce qui permet, et multi-cloud, ce qui permet là aussi d'adapter la trajectoire en fonction du retour d'expérience au fur et à mesure. Et pas de plan Marshall, alors à plusieurs titres, parce que à la fois c'est quand même un projet de transformation profond et complexe, donc fixer une date, et surtout une date à court terme, est un risque fort. Et le deuxième point sur le plan Marshall, c'est peut-être pour revenir au début de cet enjeu stratégique, donner une date de fin, ça revient à s'engager en même temps sur les trois types d'enjeux. Ça veut dire on fera plus, moins cher, et avec une consommation plus importante. Et c'est en ça que dans les best practices, on y reviendra peut-être par la suite, mais pour moi, il y a une notion de progressivité. Bien sûr, définir le cap, bien sûr, définir une stratégie pour y aller, mais ensuite avoir une agilité également dans la mise en œuvre. Un chiffre à retenir sur cet enjeu-là, 40% des DSI interrogés voient dans le cloud un moyen capacitaire supplémentaire ou un accélérateur. Dire ça veut dire en creux, 60% font avant tout le choix pour la performance économique. Donc là, on le voit, je pense qu'il y a un enjeu. Pour moi, le point à retenir de cet enjeu-là, c'est la mobilisation des métiers. Ce n'est pas qu'un projet. Bien sûr, c'est un projet technologique, mais ce n'est pas qu'un projet technologique. C'est un projet suffisamment stratégique pour avoir repensé en profondeur la DSI et plus largement son positionnement auprès des métiers. Juste avant de passer sur le prochain enjeu, je ne vois pas dans le fil de commentaires, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions sur ces éléments-là? Est-ce réellement source d'économie financière? C'est ce qui est demandé. Alors, Alima, si ça te va, on va traiter le sujet du FinOps juste après. Donc, on garde ta question pour dans 2 slides. Dans 10 minutes, si ça te va. Est-ce que sur cet aspect stratégie, remise en cause du métier, du positionnement du DSI, ça vous fait, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça, des questions? Bien, continuons.
On enchaîne ? Allons-y. Alors, donc sur le deuxième enjeu, c'est l'enjeu historique. Donc il y a 3 axes principaux qui ont été remontés au cours des entretiens qu'on a pu réaliser avec nos clients. C'est le fait qu'aujourd'hui, le cloud questionne plusieurs approches historiques. Premièrement, le legacy, à savoir comment aujourd'hui je gère mon legacy qui apporte stabilité et performance pour mes utilisateurs métiers. Est-ce que je décide de l'inscrire ou non dans un programme de transformation ? Et est-ce que je décide finalement de refondre un certain nombre de strates qui ont été développées spécifiquement pour basculer dans le cloud et les rendre éligibles ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le volet réseau. Donc, est-ce que mes architectures existantes avec un modèle hub and spoke historique permettent finalement de supporter mes nouveaux besoins métiers qui sont issus du cloud, ou est-ce qu'il faut que je repense mon modèle pour aller chercher différents leviers sur du SD-WAN ou sur des local. Donc ces 2 points-là, c'est, on va dire, les 2 premiers points principaux qui sont sortis de notre étude en discutant avec nos clients. Ces 2 points qu'on creusera plus en détail dans le livre blanc qui vous sera communiqué à l'issue du webinaire. Et ce qu'on souhaitait faire sur l'enjeu historique aujourd'hui, c'est de mettre en avant le volet cybersécurité, et notamment avec la présence de Nicolas Burtin. Donc l'idée, c'est de faire un focus cyber sur les nouvelles menaces qui sont apportées aujourd'hui par le cloud, les nouveaux services aussi qui sont apportés par les cloud providers, et finalement de mettre en exergue tout ce que peut apporter le cloud par rapport à ça, et aussi tous les prérequis qu'il faut prendre en compte pour assurer un niveau de sécurité qui soit conforme aux attentes et qui permet de se prémunir de différentes attaques. Donc Nicolas, du coup la question que j'ai envie de te poser en premier lieu, c'est pour toi dans cette nouvelle approche cloud finalement, quels sont les nouveaux défis cyber auxquels doivent faire face les entreprises aujourd'hui? Alors, un tout petit premier point d'abord. Donc vous l'avez compris, moi je ne participe pas à la synthèse de tous les résultats. C'est l'expérience de Generali que moi j'aborde, avec notre contexte très particulier, et c'est pour ça que je serai aussi très, très intéressé de voir les réactions que vous aurez tous sur vos propres organisations. Ça m'intéressera autant que ce que je vais vous dire. Les défis que moi je vois sur la sécurité, d'abord, il y en a un qui a été longtemps présent en tant que responsable de la sécurité de l'information et dans une vie passée. Il y avait d'abord le sujet de souveraineté, de manière un peu intuitive. C'était pas évident de se dire que toutes les données de l'entreprise qui étaient historiquement on-premise, on allait les mettre ou les confier à un tiers dans une solution cloud. Dans certains contextes, ça reste encore un enjeu. Il suffit de voir les réponses, enfin les positions un peu convergentes de la CNIL et du Conseil d'État sur les données de santé assez récentes pour se dire que ça reste un sujet quand même dans certains secteurs d'activité qui est tout à fait valable. Donc, passer ce sujet-là, en tout cas, il faut le passer de manière stratégique et se dire que l'entreprise doit, de manière consciente, aller vers là en se disant qu'on rentre dans une relation de partenariat avec le fournisseur cloud et qu'à partir de là, on doit faire confiance à l'offre cloud. Ce sont essentiellement des Américains sur les très gros. Les Français commencent à apparaître un peu, mais il faut faire confiance à ces opérateurs-là, et notamment au fait qu'ils soient soumis à une loi qui n'est pas la loi française. Donc bref, encore une fois, ce défi-là, c'est un défi stratégique qui n'est pas toujours compris par les directions générales et qu'il faut, de mon point de vue, en tout cas, vraiment mettre sur la table pour qu'il n'y ait aucun malentendu ensuite sur les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est pas du tout technique, mais c'est un vrai sujet, encore une fois, stratégique. Ensuite, sur les défis, concrètement, on en parlera peut-être un peu plus en détail après sur les éléments techniques de ces offres. Les défis, au début, étaient de se dire
les outils de sécurité étaient pas forcément tous disponibles, toutes les fonctionnalités n'étaient pas là. Maintenant, clairement, ce sont des choses qui sont quasiment toutes sur étagère, avec dans toutes ces offres-là beaucoup de fonctionnalités de sécurité qui sont alors parfois assez homogènes entre elles et qui permettent de vraiment couvrir tous les risques. Donc ça, ce sont des défis qui petit à petit disparaissent. Moi, il y en a un sur lequel je voulais rebondir quand vous parliez tout à l'heure du multi-cloud et de l'opportunité que ça peut représenter ou de la contrainte tout simplement que c'est. Quand une entreprise veut déployer ses services et qu'elle doit faire appel à de la concurrence, ça peut très rapidement tourner à du multi-cloud, évidemment. Moi, le défi que j'y vois, c'est ce multi-cloud, ça veut dire autant d'offreurs, autant de socles de sécurité à mettre en œuvre sur chacun de ces offreurs-là. À la différence de la situation on-premise où on se dit on sécurise nos identités, on sécurise nos accès, on sécurise les flux internes. Là, il s'agit d'offres de services qui sont souvent différentes les unes des autres, avec des imbrications, des logiques différentes. Sur les plus gros, toutes les briques sont là, mais elles sont toutes différentes. Et d'un point de vue sécurité, quand on veut s'y déployer et projeter nos applicatifs, ça veut dire à chaque fois refaire le travail de s'approprier cette technologie-là, ces offres, le catalogue de services, et d'être capable de recréer des architectures pour les socles et créer ces socles de sécurité pour ensuite y déployer nos applications. Donc, d'un point de vue sécurité, encore une fois, c'est beaucoup de travail qui est démultiplié. Là, on ne factorise pas grand-chose de ce que j'ai pu voir sur nos expériences. C'est beaucoup de travail en double, en triple, avec autant d'offres de cloud différentes qu'on a à traiter. Ok. Je voyais tout à l'heure Alima qui posait la question de savoir pourquoi la sécurité aujourd'hui n'était pas dans le top 6 finalement des grandes ambitions. Si on parle de la promesse du cloud en termes de sécurité, si je résume un peu ce que tu nous as dit, c'est des grands offreurs avec des solutions très riches et matures et une forte valeur ajoutée pour couvrir les risques de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, finalement, cette promesse-là, elle est tenue ou non par le cloud, notamment le cloud public? Alors, c'est tenu d'abord parce que ces offres-là ont les moyens de leurs ambitions, et en général, les offres de sécurité sont enrichies par croissance externe. Ils rachètent des outils, rachètent des fonctionnalités de sécurité qui enrichissent leur catalogue, et en fonctionnant comme ça, évidemment, avec des moyens quasiment illimités, au bout du compte, tout le panel est disponible. Donc, effectivement, concrètement, si on regarde des catalogues de services, il y a très peu de fonctionnalités qui ne sont pas offertes. Alors, sur celui que je connais le mieux, le bleu, pour ne pas donner de marque, on a effectivement toute la panoplie disponible, y compris pour le déploiement sur des endpoints, et évidemment toute la sécurité du côté de leur cloud. Donc tout est effectivement disponible, et là je sors un peu de l'expérience Generali, mais je pense que dans d'autres contextes avec des structures plus petites que celle de Generali, le gain en sécurité est quasiment inégalable en partant dans les solutions cloud où effectivement tout est disponible. On n'a pas à s'occuper de la sécurité de ces infrastructures, des sujets de redondance, et sur les sujets de cybersécurité, là aussi tout est disponible dans l'offre de services et évolue en permanence, moyennant évidemment le fait de pouvoir financer tout ça d'un point de vue abonnement. Mais tout est là, et sur les petites structures, je pense que ça fait absolument du sens de pouvoir se projeter dans le cloud. Sur les grosses structures, évidemment, telles que les nôtres. Alors nous, on est concrètement à la fois dans du SaaS et dans des offres PaaS. Et dans sur les deux tableaux, les offres sont effectivement au rendez-vous. Ok. Si on prend un petit peu
on va dire, tout en restant focalisé sur le sujet de sécurité. Si on prend un petit peu de hauteur et qu'on sort de l'angle opérationnel, quel bilan aujourd'hui, toi, tu tires des transformations cloud d'un point de vue d'intégration de la sécurité dans la stratégie, mais aussi d'un point de vue financier et mise en œuvre? Alors le bilan, alors sur la période passée, hein, parce que c'est une aventure qui s'arrêtera jamais, donc les bilans, il faudra en tirer tous les 6 mois. Le bilan pour l'instant, c'est que les mauvaises habitudes sont toujours là, hein. Il y a toujours le risque que la sécurité soit pas intégrée au bon moment dans ce genre de changement-là. Et concrètement, c'est ce qui fait sur les coûts partis, hein, qui sont gérés, qui étaient lancés soit directement par des métiers, soit par des partenaires qui ensuite remettaient les clés des environnements à leur métier ou à la DSI, tout ça sans que les processus de la DSI soient intégrés, et notamment la sécurité. Donc tout ça, c'est un défi permanent que de ne pas oublier que la sécurité est là-dedans. Et en termes de bilan, c'était à nouveau le fait qu'il faille remettre la sécurité dès la conception de ces environnements-là. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que créer ces socles d'accueil des applications dans les différents clouds, c'est quelque chose qui se réfléchit pas au coup par coup, application par application. Hein. Si on veut se contenter de faire du lift and shift, on est à peu près certain de se tromper de projet. Ça peut pas être ça l'objectif d'une stratégie cloud. Donc si on se contente pas du lift and shift, il faut anticiper les besoins, anticiper le plus possible les nouvelles intégrations d'applications pour l'avenir, ou la création d'applications ex nihilo dans le cloud. Et tout ça demande de l'investissement en sécurité et de la conception en partenariat avec les architectures ou avec les équipes de production. Et tout ça, aussi du coup en termes de bilan, la conséquence, c'est qu'il faut que tout le monde soit capable de traiter des sujets de cloud. Capable du point de vue compétence, parce que c'est le constat qu'on a pu faire aussi, hein. Si on reste sur ces habitudes et sur ces réflexes de production on-premise, de serveurs tous empilés les uns à côté des autres, et des flux qu'on fait entre ces différents serveurs, on fait effectivement du lift and shift, et encore une fois, c'est le meilleur moyen de rater ce genre de stratégie. Donc ça nécessite de se projeter dans la logique de chacun des offreurs. Et cette logique-là, elle doit être à tous les étages, hein, au niveau stratégique, mais aussi jusqu'au niveau des administrateurs, des architectes sécurité, des études. Enfin, toutes les strates doivent connaître ça. Et ça, c'est un des enseignements que moi j'en ai tiré. C'est que malheureusement, la formation est rarement au rendez-vous dans les feuilles de route stratégiques. Alors que les offreurs maintenant le poussent forcément, parce que pour eux aussi c'est un facteur de réussite, hein, que leurs clients soient bien formés. Mais sans cette formation-là, sans cette culture, mais surtout cette formation, on est effectivement sûr de pas réussir sa transformation. Ok, merci. Là, j'ai eu une question d'Alima passer. Ça, je pense que ça va rejoindre une question que j'avais aussi. Donc Alima nous dit les offreurs ont les moyens de leur ambition, avec un catalogue de services étendu par rapport aux plus petites structures, mais est-ce que les data centers ne sont pas plus exposés que les petites structures? Donc ça va, je pense que ça rejoint aussi la dernière question que j'avais par rapport à ça. C'est pour toi, enfin déjà pour toi, est-ce que les data centers ne sont pas plus exposés que les petites structures? Et deuxièmement, pour répondre à ce sujet-là et aux défis qu'on a pu évoquer avant, pour répondre à ces défis-là, quelles seraient finalement les bonnes pratiques en termes d'organisation et de méthodo, et les solutions à cibler pour pouvoir répondre à ce besoin de sécurité? Alors, sur le fait qu'on soit plus visible, et sous-entendu du coup plus ciblé par les attaquants, ça peut être une hypothèse qu'on fait.
je pense qu'actuellement, maintenant, plus personne ne doit se sentir isolé et non visible dans ses activités métiers. De manière opportuniste ou ciblée, les attaquants en permanence essayent de trouver des portes ouvertes, pas parce qu'ils veulent rentrer chez telle ou telle structure, plus ou moins petite, mais parce que ça peut permettre ensuite de rebondir sur d'autres contextes ou construire d'autres attaques en second rideau. Donc, je pense que les petits, pour vivre heureux, vivent cachés, ça n'existe pas vraiment. Et du coup, ça veut dire que de toute façon, même les petits doivent se protéger à des niveaux qui pouvaient paraître un peu surdimensionnés il y a quelques années, mais qui maintenant sont plus envisageables. Donc, par ailleurs, évidemment, les très gros sont beaucoup plus ciblés. Hein. Les attaquants savent aussi qu'il y a beaucoup de matière à récupérer si jamais on réussit à rentrer là-dedans. Mais concrètement, encore une fois, il y a tellement plus à faire sur les infrastructures on-premise qui sont par définition quand même moins bien suivis, hein. Les processus de certification et les processus d'amélioration continue quand même des gros offreurs sont, je ne vais pas dire hors de portée, mais c'est leur métier de le faire et concrètement ils le font effectivement très bien. Ce sont des choses qui rendent les attaques, la réussite de ces attaques beaucoup plus aléatoires, et concrètement les attaquants préféreront la certitude de rentrer sur des petits environnements plutôt qu'un gros doute et du coup un gain, une rentabilité faible sur leurs attaques en s'attaquant à Microsoft, Amazon ou Google. Donc pour faire simple, je pense qu'effectivement, plus personne n'est à l'abri. Les gros ne sont pas moins ciblés que les autres, évidemment, mais ils sont quand même beaucoup mieux armés pour y répondre. Après, au-delà de ça, hein, donc il y a encore une fois cette offre de service. Moi, j'ai quelques incertitudes autour de ça d'un point de vue sécurité, sur les briques complémentaires à rajouter. Pendant longtemps, moi j'essayais de privilégier le best of breed, le meilleur de chaque secteur sur une chaîne antivirale par exemple, hein, prendre les meilleurs sur l'anti-spam, et puis le meilleur sur l'anti-malware, et puis le meilleur sur le sandboxing, et ainsi de suite, sur toutes les différentes couches. On voit les contraintes que ça pose, hein, d'interopérabilité, des consoles différentes. Donc en réponse, ces grands offreurs promettent la console unique avec toutes les briques qui s'empilent et la possibilité de tout pouvoir voir au même endroit et de manière unifiée. Ça non plus, c'est pas parfait comme solution, puisque pour le coup, ils n'arrivent pas toujours à racheter les meilleurs du marché. Donc, il y a quand même parfois des gens qui sont plus efficaces qu'eux, encore heureux. Donc, la solution est un peu entre les deux. Je pense que sur certaines fonctionnalités, et tout à l'heure vous parliez de SD-WAN, ça fait aussi partie des enjeux, hein, toute cette diversité des connexions vers un tenant qui appartiendrait à l'entreprise, qui brise un peu les flux centralisés qu'on avait jusqu'à présent, sur lesquels on arrivait à maîtriser et à mettre de la sécurité. Typiquement, dans ce genre d'environnement-là, effectivement, des CASB seront probablement les bonnes solutions pour rajouter une couche, encore une fois, de très spécialisée en sécurité sur certaines fonctionnalités, pour compléter, et puis ça contribue aussi un peu à l'indépendance vis-à-vis du fournisseur final, hein, que de rajouter d'autres briques intermédiaires, jusqu'à ce qu'ils fassent racheter, hein, vous me direz, par les mêmes offreurs, et qu'il faille revoir la stratégie. Mais je pense que maintenant, on a abandonné l'idée d'avoir un antivirus pendant 10 ans sans en changer. Les cycles sont beaucoup plus courts. Ouais. Merci Nicolas. Avant de passer au prochain enjeu, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie-là, sur la partie sécurité spécifiquement? Donc un retour venant de quelqu'un de la SSI, donc plutôt positif, hein, sur le cloud, hein, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, hein, parce que, pour rappel, avant, effectivement, nos clients pour des questions de sécurité, enfin, c'était un des points de blocage. Aujourd'hui, les RSSI sont embarqués dans cette transformation, et la plébiscite, par contre, ce que tu nous dis, Nicolas, c'est qu'il ne faut pas nécessairement prendre les offres
sur étagère, que l'effort de définition de ces nouvelles architectures reste le même finalement, en fait, et de formation, d'accompagnement des équipes métiers sur les projets, l'intégration de la sécurité, elle reste la même. Par contre, il faut connaître les catalogues de services, il faut concevoir des architectures sécurisées sans forcément prendre effectivement les offres standards qui, pour le coup, ont peut-être pas le même niveau de protection que ce qu'on pourrait espérer. Oui, c'est une vraie compétence à part entière dans une équipe sécurité que d'être capable de faire de l'architecture cloud, pour à la fois bien connaître l'environnement, le fonctionnement, la logique propre, les contraintes qui sont spécifiques à ces contextes-là. C'est plus une nouveauté maintenant, mais c'est un vrai poste à part entière. Ok. Bon, merci à toi pour ce retour d'expérience. On parle oui, si on se penche sur le volet économique des transformations, comme on l'a vu en introduction, la réduction des coûts, ça figurait dans les premières promesses des transformations cloud. Ce qu'on a pu constater au cours des différents entretiens qu'on a menés, c'est que finalement, cette réduction des coûts, elle n'était pas souvent au rendez-vous. Ce qu'on a constaté, c'est qu'à la fois, on va dire, avant, pendant et après les transformations, on constatait de nombreux écarts. Donc, on va dire, avant la migration, une difficulté à modéliser les coûts cibles et les coûts de projection sur les différentes briques du SI dans un modèle cloud, pendant des coûts de build finalement qui dépassaient dans la plupart des cas le prévisionnel, et après la transformation, des coûts de run qui augmentaient de manière exponentielle. Donc par rapport à ça, on a identifié plusieurs défis à relever chez nos clients. Donc le premier défi finalement, c'est d'être capable de modéliser, de projeter les coûts de run cibles du cloud public par rapport à son environnement existant. C'est-à-dire d'être capable de prendre son environnement existant et de se dire quel service je vais transformer et comment. Quel service va basculer sur du service PaaS, quel service va potentiellement basculer sur du service IaaS, et quelles applications je vais décider ou non de projeter en service SaaS. L'idée, c'est d'être capable finalement d'identifier aujourd'hui sur son environnement les axes de transformation et d'optimisation que je vais pouvoir faire. Et ensuite, sur ce volet-là, c'est de pouvoir aller utiliser les outils qui sont mis à disposition par les différents cloud providers, les grands offreurs, qui permettent de chiffrer, selon le modèle qu'on a choisi et selon son périmètre, mes coûts de run et mes coûts de build que je vais devoir piloter pendant ma phase de transition et en phase d'exploitation. Le deuxième point, c'est le fait que les offreurs cloud aujourd'hui proposent des catalogues de services très riches, très matures, qui incitent à la consommation, et notamment dès lors qu'on met à la main des métiers ces différents services pour adresser de nouveaux usages. L'objectif par rapport à ce second point, c'est d'être en capacité de pouvoir maîtriser la souscription à des nouveaux services, la souscription à des nouveaux usages, savoir qui peut ou non utiliser un nouveau service cloud et qui a la validation derrière sur le service qui va être utilisé. Et enfin, le troisième défi, c'était d'être en capacité de choisir les bons candidats pour migrer vers le cloud. On parlait tout à l'heure du legacy. Typiquement, le legacy aujourd'hui, s'il répond pleinement aux attentes des métiers et qui demande un effort très important pour se transformer, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément impliquer dans un programme de transformation. Si on a des services et des applications qui commencent à être obsolètes, l'objectif, c'est de se poser la bonne question et de se dire, est-ce que ce service-là, cette application-là, je choisis finalement de l'utiliser tel que je l'utilise aujourd'hui sur un modèle cloud, ou alors je vais décider d'aller le SaaSifier.
d'oublier mon modèle on-prem et d'aller chercher un service à la demande avec un loyer que je paye mensuellement. Donc en fait, c'est d'être capable d'allotir mon environnement existant et de projeter en cible sur les différents modèles de services que me propose le cloud. Nous, par rapport à ça, les bonnes pratiques aujourd'hui qu'on recommande sur le cloud pour tirer pleinement profit des bénéfices économiques, c'est de privilégier le cloud first. C'est-à-dire que si aujourd'hui, sur mon environnement existant, j'ai des applications qui deviennent obsolètes ou en fin de vie et que j'arrive au moment où je dois les renouveler, que je choisisse de mettre en œuvre mes nouveaux développements directement dans le cloud public, avec des applis qui sont dockerisées, qui sont nativement faites pour le cloud, avec les outils qui vont bien. Et deuxièmement, c'est d'éviter les lift and shift massifs ISO existants. Parce que ce qu'on constate, c'est que si je décide de migrer mon SI en lift and shift sur Azure ou sur AWS, dans tous les cas, je vais payer plus cher. L'objectif, si je décide de faire du lift and shift, c'est de le faire par briques en rationalisant mes services existants. Est-ce que tout doit être migré en lift and shift ou est-ce que j'ai un certain nombre de services que je peux décommissionner en amont? Est-ce qu'il y a des briques pass que je peux aller chercher? Et de se dire que ma première migration en lift and shift est juste un tremplin pour que je puisse par la suite optimiser mes infrastructures et décider de moderniser pour pouvoir ensuite basculer sur des actions de replatforming, refactoring de mes applications. Le deuxième point sur les bonnes pratiques, c'est d'être en capacité d'accompagner les nouveaux usages. C'est-à-dire que les métiers aujourd'hui, on va leur confier des nouveaux services avec une marketplace cloud sur laquelle ils vont être capables de souscrire en un clic de nouvelles bases de données, de nouveaux services. Donc là, l'idée, c'est d'apposer finalement le bon mode de financement. Il y a certains services qu'on va décider d'aller chercher à la consommation en pay as you go, sur lequel il va falloir mettre un certain nombre de points de contrôle. C'est-à-dire qu'au niveau de la DSI, il va falloir mettre en place une fonction FinOps qui va être en charge de contrôler qui peut créer ou qui peut souscrire à tel ou tel service et sous quel mode. Si je décide de faire du pay as you go, il faut s'assurer que les métiers qui utilisent ces services-là, finalement, ne souscrivent pas à tous les services. Donc il faut restreindre finalement les services nécessaires à leur activité. Sur les services SI, on va dire les couches basses, plus de production, si on sait qu'on a une production assez stable, l'objectif va être d'aller faire de l'instanciation réservée sur des modèles 1 an ou sur des modèles 3 ans pour bénéficier de réductions chez les offreurs cloud. Donc, Excuse-moi, Oudaya, juste de t'interrompre. Ce point du pay as you go est essentiel et très intéressant car c'était le fantasme de bon nombre de métiers. Avec ce fameux adage que l'informatique coûte trop cher, même si ce trou n'est jamais véritablement défini. Là, le fameux paiement à l'usage, c'est ce qu'on a mis en dessous quand on dit peut vite devenir un cauchemar. C'est que jusqu'à présent, personne dans les métiers n'avait d'idée de ce que lui coûtait véritablement son infrastructure fonction de ses usages. La perception qu'il peut en avoir n'est pas simple à lui donner. Et cette transparence qu'il faut qu'on lui donne, cette compréhension qu'il faut qu'on lui donne de ce qu'il consomme n'est pas du tout évidente. Si on rajoute à ça en plus une culture de la DSI et du contrôle de gestion qui n'est pas toujours optimale, on peut vraiment avoir un défi relativement important à relever. C'est quelque chose qu'on a vu et c'est dans les témoignages qui nous ont été faits, c'est même des enquêtes pour comprendre pourquoi le montant de la facture à un instant donné est si fort. Donc le paiement à l'usage est quelque chose dont on a rêvé, le recevoir n'est peut-être pas autant un rêve que ce qu'on pouvait croire.
C'est clair. Et de manière générale, de toute façon, ce que l'on constate, là, vous voyez, c'est vraiment au travers de nos travaux, c'est que l'aspect FinOps, l'enjeu économique est clairement le parent pauvre, ou en tout cas le sujet le plus douloureux à adresser dans le cadre des transformations cloud que vous menez aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, soit des modélisations complexes et in fine des difficultés à comprendre la facturation, soit une explosion des coûts. Enfin, voilà. Donc c'est un des défis prioritaires dont on ressort. Pardon. Ouais, on voit dans les chiffres, hein, 82% des DSI qu'on a interrogés n'ont pas mis en place de démarche de pilotage de leurs coûts dans le cloud. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre en place une fonction FinOps dès le démarrage des projets, dès le design des projets, qui lui sera en charge de mettre le bon outillage et de s'assurer de la bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'en termes de gouvernance, lui, il sera le bonne interface entre la DSI et les métiers pour s'assurer que les budgets sont respectés et qu'on n'est pas en dépassement budgétaire. Et c'est lui aussi qui viendra avec la boîte à outils en FinOps pour mettre les règles qui vont bien, à savoir dimensionner les ressources de la bonne façon, s'assurer que les ressources sont dans les bons groupes de ressources, que les souscriptions correspondent finalement aux bonnes entités métiers de facturation, que mes ressources non utilisées soient éteintes au bon moment et rallumées au bon moment. Quand c'est possible. Quand c'est possible, ça dépend des environnements. Et qui sera en charge aussi de mettre en place toutes les politiques de contrôle des ressources qui ont un impact sur les coûts derrière. Exemple, de pouvoir autoriser que la création d'une VM pour une seule entité, pour un seul service, de pouvoir décider de qui peut souscrire à une nouvelle VM ou non. Tout l'aspect gestion des droits sur les ressources, ça c'est des choses que la fonction FinOps sera en charge de piloter et de mettre en œuvre et de surveiller. Y a, justement par rapport à ça, on vous a mis une petite citation d'un client qu'on a lors des entretiens. Il me disait: piloter du cloud, c'est un métier, faire du FinOps, c'est intégrer le cockpit avec la livraison de l'avion. Nous, notre avis sur ce point-là, c'est même que piloter du cloud aujourd'hui, c'est intégrer le pilote avec la livraison de l'avion. Cockpit, donc, en général, il y en a un. Donc le cockpit, normalement, il est déjà livré avec l'avion. Mais non, en fait, pour nous, mettre en place une fonction FinOps dès le design des projets, c'est la recommandation principale. Ok, pas de réaction par rapport à ce sujet-là? Questions par rapport à ça? Donc Alima, tu avais une question un peu plus haut sur le coût. Donc notre réponse, elle est, si on résume, hein, si on fait du cloud au même titre qu'on gérait son SI de façon on-prem, oui, le cloud coûtera plus cher. Donc, ouais. Donc il faut nécessairement changer sa façon de faire et dégraisser un petit peu son SI, décommissionner ce qui peut l'être et avoir une stratégie sur les différents environnements à migrer dans le cloud pour réellement éviter une explosion des coûts ou voire profiter d'une réduction, parce que c'est possible aussi, hein. On n'est pas là en train de dire que ça coûte nécessairement plus cher. Le risque est important. Mais pour que ça coûte moins cher, il y a des efforts significatifs à faire avant et après la migration. Et donc, Alima, du coup, tu as indiqué paiement à l'usage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le paiement à l'usage, oui, c'est une bonne chose, à condition de contrôler l'usage derrière. Finalement, aujourd'hui, si on fait un chiffrage, une modélisation des coûts cibles cloud, par exemple, si on va sur Azure, qu'on chiffre un certain nombre de ressources sources en paiement à l'usage, ça va coûter plus cher que si on fait de l'instance réservée 1 an ou de l'instance réservée 3 ans. Deux questions. Jade. Donc Nicolas. Donc l'objectif par rapport à ça, c'est vraiment
sur les environnements qu'on sait stables et qu'on sait pérennes, c'est d'aller chercher de l'instance réservée à 1 an. 3 ans, compte tenu de l'évolution des SI aujourd'hui, c'est sans doute trop loin. L'idée, c'est d'aller chercher du 1 an sur ce qui est stable et de faire du paiement, du pay as you go sur le reste, mais tout en étant en mesure de contrôler l'usage. Parce que si on laisse les consommations se faire, dans tous les cas, on débordera. On avait 2 questions. Nicolas. Ils ont levé la main. Oui, alors c'est pas une question, juste une parenthèse sur le SaaS et le sujet aussi financier qu'on y trouve. Et ça faisait aussi partie de mes constats, que les FinOps sont vraiment indispensables maintenant dans les stratégies et le déploiement de nos activités dans le SaaS, dans le cloud. Sur le SaaS, pour parler des sujets de sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure, les catalogues sont tous complets, sont très fournis, mais ils sont aussi extrêmement complexes à comprendre d'un point de vue licence et d'un point de vue coût. De manière faciale, en général, tous les grands thèmes de sécurité sont bien abordés, mais quand on rentre ensuite dans les constats d'incidents qu'on peut avoir dans l'usage de ces services SaaS, on se rend compte que finalement, pour avoir l'anti-malware celui auquel on s'attendait, c'était finalement une autre option qui était cachée au fin fond du catalogue. Et quand on est rentré complètement dans la démarche SaaS, évidemment, c'est très complexe d'en ressortir. Donc, on est quasiment acculé au fait de prendre ces options supplémentaires qu'on n'avait pas anticipées d'un point de vue financier. Voilà. Donc, dans les solutions SaaS, on retrouve aussi ce même genre de complexité et aussi la nécessité de traiter ça d'un point de vue financier très tôt. Oui, sans parler des coûts cachés qu'on découvre après, notamment au niveau du réseau, toute la bande passante en download, notamment les clients qui souhaitent aujourd'hui externaliser leur sauvegarde des environnements cloud publics, d'avoir bien pris en compte au départ, mais dans le design que dès lors que, par exemple sur Azure, je décide d'externaliser mes sauvegardes, je paye tout le trafic sortant. Donc ça, il y a un certain nombre de coûts cachés aussi à prendre en compte en amont. Ok, pas d'autres questions. Bon, j'ai une main se lever, mais... Je peux reprendre la main. Ouais, basculons assez rapidement parce que je vois que l'heure tourne sur le dernier enjeu, mais qui est non moins important, qui est l'enjeu de transformation qui a été déjà évoqué dans les échanges précédents. En quoi c'est un défi structurant aujourd'hui? On le voit, la transformation cloud, c'est une transformation complète du métier de DSI, là où historiquement, par des enjeux de performance, de fiabilité, de coût, naturellement, ça s'est traduit dans la dimension organique, organisation et processus, par une organisation hyper taylorisée, spécialisée, processée. Intégrer l'immédiateté et l'agilité du cloud à ISO organisation, ISO processus, aboutira forcément à une promesse qui est pas tenue. Pour arriver à tenir l'agilité et le time to market, ça suppose de repenser complètement et l'organisation et les processus de façon horizontale. Un exemple, si on a un process pour créer une VM qui dure 2 mois parce qu'il est soumis à plein de validations aujourd'hui, le fait de gagner peut-être 24 heures ou 48 heures sur l'acte même de création de la VM, ça aboutira à un gain marginal du coup pour bénéficier à plein des bénéfices du cloud. Ça suppose, et c'est vite dit, mais c'est compliqué de le conduire, une transformation en profondeur de l'ensemble des modes de fonctionnement et du modèle opérationnel de la DSI. C'est d'autant plus compliqué pour moi là aussi que souvent c'est perçu comme un projet essentiellement technique et que à la limite on peut très bien là aussi imaginer une cible qui est une cible full agile, mais souvent ce qui est compliqué dans ces éléments-là c'est la phase transitoire. C'est comment est-ce qu'on passe d'une organisation aujourd'hui qui est ce qu'elle est et qui persistera probablement un certain temps, le temps que le legacy existera, et comment est-ce qu'on arrive soit sur une partie de cette même organisation, soit à côté, à créer
une équipe qui a réinventé des modes de fonctionnement en interne, et bien sûr, Oudaya t'en parlait tout à l'heure, hein, une gouvernance qui est moins une gouvernance planifiée, mais qui est plutôt une gouvernance en agilité, au contact de leur métier. Dans les défis, alors, mais qui sont plutôt des défis, des corollaires, hein, c'est d'autant plus compliqué que on le voit, c'est la transformation cloud, il n'y a pas un début, une fin, c'est un travail en continu, d'autant plus que les offres de services et l'écosystème cloud évoluent en permanence. Ça veut dire que les compétences derrière évoluent en permanence. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est un marché de compétences et de ressources, hein, qui est en tension, et d'autant plus complexe à atteindre par les DSI que la marque employeur des DSI des grands groupes, jusque-là, ça a peu été une priorité parce que l'activité était essentiellement externalisée. Donc on le voit, pour arriver à mener à bien cette transformation, il faut des compétences, il faut les acquérir, il faut les construire, et il faut derrière repenser au fur et à mesure l'organisation et les processus. Alors, comment faire? Je pense que déjà, le premier sujet, c'est, avant de se dire comment faire, c'est bien de se poser la question et de le conduire, parce qu'on le voit dans la majorité des échanges, hein, qu'on a pu avoir. Les contraintes techniques, économiques, etc. prennent largement le pas sur la transformation à conduire, et la transformation plus organique n'est parfois tout simplement pas traitée. La transformation se fait au fil de l'eau, sur le tas, en tout cas de façon non maîtrisée. Et on a eu, alors on l'a pas mis, si voilà, dans la citation, on voit, il y a un choix qui est le choix peut-être le plus naturel étant donné le passé, qui est de se dire, en fait le legacy, on a tellement investi dessus sur les compétences qu'on le garde en interne et on externalise le cloud parce que c'est plus simple pour acquérir la ressource. Là où après avoir avancé un peu plus avant dans la transformation, on se dit l'inverse aurait été probablement plus opportun, c'est-à-dire d'investir dans les compétences du futur, donc du cloud, et progressivement se défaire des compétences sur le legacy. Qu'est-ce qui fonctionne, les best practices assez rapidement, là aussi, hein, penser MVP, ne pas réimaginer toute la transformation de toute l'organisation du legacy. C'est une transformation qui va prendre suffisamment de temps pour l'aborder de façon progressive. En revanche, il est capital de créer une première équipe pluridisciplinaire, si possible en interne et transverse, et l'enrichir au fur et à mesure avec, pour s'approprier la transformation plus large culturelle cloud. En créant donc une Cloud Factory qui aura vocation à grandir et à essaimer derrière dans le reste de la transformation, et enfin piloter cette transformation, alors à la fois bien sûr sous l'ensemble de ces dimensions, et également, je pense que c'est compliqué de repenser cette transformation horizontale et organique sans envisager l'extrémité, c'est-à-dire le lien avec le métier. Je pense qu'il y a une notion d'intégration qui est particulièrement intéressante à construire. Donc sur ces éléments-là, sur cette dimension organique, le comment faire, je pense qu'il y a deux enseignements qui sont déjà le maintenir à l'ordre du jour de façon systématique, parce que je pense que ça fait partie des clés de la réussite, et le deuxième qui est y aller progressivement en constituant d'abord un noyau et en irriguant progressivement et côté métier et en interne de la DSI pour opérer la transformation culturelle, quoi. Là aussi, sur ces éléments-là, si vous avez des retours d'expérience ou des questionnements, n'hésitez pas à les partager avant qu'on bascule sur la conclusion. Alors, Nicolas, notre webinaire va toucher à sa fin. On va conclure. Hein. Vous avez parlé d'un créneau d'1 heure. On va essayer de s'y tenir. Nicolas, je te laisse peut-être la main si tu veux. Donc merci. Les 10 best practices pour tenir la promesse du cloud, il ne s'agit pas de les reprendre là les unes après les autres. Celles qui nous semblaient les plus importantes, et on en a déjà parlé, c'est évidemment faire le choix du cloud pour les bonnes raisons, que ce soit usage, innovation, agilité, scalabilité. Rentrer dans un programme cloud, c'est raconter une nouvelle histoire. C'est véritablement un projet de transformation, comme on l'a vu, qui touche des tas de dimensions, qu'elles soient managériales, organisationnelle, culturelle, et donc ce n'est forcément pas simplement
un programme technologique. Il ne s'agit pas de dénier l'aspect technologique de ce programme, mais c'est un point qui nous semble crucial. Avoir une vision claire de la stratégie que l'on veut suivre et des tenants et des aboutissants de cette stratégie nous semble essentiel au succès d'un projet cloud. Après, on l'a dit à plusieurs fois, cette notion de plan Marshall, qui trop embrasse mal les trains, on est sur des sujets qui sont quand même complexes et qui nécessitent un apprentissage dans la manière dont on les aborde. Donc ça nous semble essentiel d'adapter une stratégie résolument hybride et multi-cloud. Autre point qui nous semblait évidemment extrêmement important, c'est tout ce qui va être l'accompagnement des nouveaux usages. On va avoir un nouveau rapport à l'informatique, un nouveau rapport à l'exploitation, un nouveau rapport au service, et que tout cela va pas se faire complètement naturellement. Cela va nécessiter un véritable accompagnement. Accompagnement au niveau de la DSI, qui va forcément rentrer dans une approche beaucoup plus servicielle que ce qu'elle peut être aujourd'hui, mais aussi et surtout au niveau des métiers qui vont devoir consommer ces services et qui vont devoir s'y intéresser peut-être plus que ce qu'ils n'ont pu faire jusqu'à présent. Et enfin, moi, c'était le point que j'ai déjà mis en exergue, cette approche FinOps qui doit être intégrée dès le démarrage. C'est essentiel. On a parlé de l'impact économique, on a parlé de cette notion d'avoir plus la main sur ce que l'on consomme. Pour avoir plus la main sur ce que l'on consomme, il est donc nécessaire qu'on ait toute l'infrastructure, cette fois j'entends managériale, organisationnelle, qui nous permettent de le faire. Maxime, est-ce qu'il y avait d'autres points que toi tu voulais mettre en avant ? Non, mais je pense que tu as bien résumé. Effectivement, on avait, c'était les 10 points clés qui synthétisent un petit peu les bonnes pratiques que l'on a pu identifier pendant cette étude. Je crois que tu as bien mis en avant ceux qui vont bien. On a pas mal parlé de la sécurité. Hein. C'est quand même intéressant de voir aujourd'hui comment de contraintes c'est devenu un enjeu. Moi, à titre personnel, j'étais assez surpris, agréablement surpris de voir dans le panel de personnes avec qui on a discuté, il y avait tout type de profil et voilà, je reviens sur les RSSI qui plébiscitent vraiment cet usage du cloud. Et ça, c'est un vrai changement parce qu'ils y trouvent des bénéfices mais pas n'importe quoi. Le FinOps, clairement, là, on voit beaucoup de dérapages et sur cette transformation, donc non, pas de plan de Marshall, c'est-à-dire pas de full cloud, shellman provider, ça, c'est pas forcément ce qu'on recommande. On dit pas toujours mettre ses œufs dans le même panier, mais il y a de ça, hein, rien que pour des questions de résilience ou de souveraineté. Et puis avoir là aussi l'approche des petits pas, hein, les grands plans de transformation, un petit peu à l'instar de tout gros projet IT, plus le projet est important, plus le risque de dérapage l'est également. Pour le cloud, c'est pareil. Il faut plutôt avoir une approche empirique. Alors, il ne faut pas faire que du test and learn. Hein. On a beaucoup parlé du test and learn dans ces dernières années. Il faut aussi passer en production à un moment, mais progressivement et en apprenant et en formant les équipes. Et il y a des nouveaux métiers, il faut les intégrer en interne. Hein. Ça ne peut pas être que de la prestation externe. Hein. Il faut trouver mettre le curseur au bon endroit pour faire monter en compétence les équipes, que ce soit sur du développement, sur l'architecture, sur de la sécurité. Tout ça est indispensable pour que toute cette transformation se fasse au rythme prévu. Comme 1000 personnes. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions parmi les participants cet après-midi. Alors, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, on vous remercie tous pour votre participation aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais en introduction, vous allez recevoir donc le document, le livre blanc dont on vous a parlé pendant le webinaire. Et puis, bien sûr, on reste disponible si vous avez des interrogations sur tous ces sujets.